Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Bruno, Bonjour Eric, ça va bien? ça va super bien. Aujourd'hui, tu vas nous présenter quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, je suis un gars d'architecture, j'aime ça quand Mhm. les applications sont bien faites, bien structurées. Mais j'ai souvent utilisé des versions d'Enterprise de Visual Studio où on peut designer l'architecture, mais pour quelqu'un qui n'en a pas, je pense que ce serait intéressant de présenter ce que tu as présenté. Puis, ce que je comprends aussi, ce qui est intéressant, qui serait en tout cas intéressant de voir comment tu vas pouvoir faire ça, c'est comment on peut tester l'architecture. Oui, exactement. Donc, ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est ArcUnit. C'est une librairie qui est disponible en .NET. J'ai vu, en fait, pourquoi j'ai découvert ça, c'est que j'ai eu la chance, quand on a participé à Kung cette année pour faire des entrevues, de parler avec quelqu'un qui m'a parlé de cette librairie-là, qui est disponible pour Java, mais qui avait une version aussi disponible pour .NET. Donc, tu l'as un peu dit dans le fond, on sait que c'est important de vérifier que notre architecture est bonne. C'est le genre de choses qui est critique souvent à notre application. Puis, avec des outils comme ReSharper, aujourd'hui, c'est facile par accident d'ajouter une référence à un objet dans un autre assembly qu'on devrait théoriquement pas avoir accès. Ouais, On puis est moi, à un Alt-Enter de pouvoir le faire. ouais, puis ma façon de penser aussi, c'est de m'arranger pour rendre facile la bonne pratique, puis plus difficile la mauvaise. Puis effectivement, ReSharper vient faciliter des fois des mauvaises pratiques, d'ajouter des références un peu Mhm. n'importe où dans nos projets. Effectivement. Ouais, parce que surtout avec le fait qu'on a un peu de difficulté à stopper les références transitives, ben, on peut Ouais. facilement, c'est ça, avoir accès à quelque chose que normalement on n'est pas supposé, mais de par comment notre injection est faite, on y a accès. Surtout, c'est Euh, peut-être expliquer les risques de ça aussi, parce que si on hmm, référence des affaires qu'on devrait pas, dans le fond, ce qui arrive, c'est un peu comme un leak dans notre application. Ça nous permet d'accéder à des affaires qui pourraient changer, mais qui, dans le fond, on est dépendant de quelque chose qu'on ne devrait pas avoir de dépendance dessus, ce qui fait que ça couple notre application à des dépendances qu'on ne devrait pas, dans le fond. exactement. Puis comme tu mentionnais au début aussi, si on a une licence de Visual Studio Enterprise, c'est facile. On peut se faire un diagramme, on peut mettre nos limites, puis ça ne nous permettra pas de compiler si on crée des erreurs comme ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui a une licence Enterprise. Donc, ces gens-là, en ce moment, se retrouvent un peu dans le néant, à savoir que faut qu'ils vérifient par eux-mêmes l'architecture, sauf si on a une librairie comme ça. Puis là, je vois ArcUnit, ça ressemble comme XUnit, mais pour de l'architecture. Est-ce que je me trompe? C'est la beauté de la chose, c'est que pour écrire les tests avec ça, c'est littéralement des tests XUnit. Donc, on OK. écrit des tests unitaires qui vont valider nos choses dans l'architecture. Fait que déjà, n'importe qui a écrit des tests unitaires, il peut écrire des tests avec ça. Il suffit de connaître la syntaxe et les choses qu'on peut faire, mais c'est la même chose. C'est pas plus compliqué qu'écrire un test pour un service ou pour une librairie, n'importe quoi. Ah bon. Euh, Fait que J'ai si hâte tu de veux, voir ça. on peut aller regarder qu'est-ce que ça ressemble en premier. Ben oui. Euh, je vais commencer par faire juste un petit topo de l'application ici. Donc, je vais tasser ça pour mettre le focus là-dessus. J'ai créé un projet exemple que je suis vraiment allé à l'extrême juste pour démontrer la chose. Donc, par exemple, ici, j'ai dans ma couche de données, j'ai mon repository qui, lui, va être en charge de me retourner des entités de domaine via l'interface qui implémente dans l'abstraction. Mhm. Euh, mais lui, par exemple, le projet Data a ces DTO qui ont théoriquement accès, qui sont des objets de base de données que personne d'autre connaît sauf lui. L'abstraction, elle, retourne des entités du domaine. Encore là, notre domaine est responsable d'appeler le repository pour aller chercher les datas qui implémente une abstraction et notre serveur, lui, tout ce qu'il connaît au niveau de son contrôleur, c'est les classes d'abstraction de domaine, donc l'interface sur notre service. OK. Donc, j'ai vraiment explosé ça le plus possible pour un peu montrer les différents cas de comment on voudrait faire ça. Puis ça, Euh, normalement, dans le fond, c'est que si on laisse aller les choses, ça veut dire que notre application serveur, comme voilà, pourrait avoir accès aux objets de données, dans le fond, par référence transitive assez facilement, là. exactement. Si on aligne mal ou si on découpe pas bien notre injection pour vraiment isoler ça, oui. Parce que lui, ben, évidemment, il faut qu'il puisse injecter les choses du domaine, mais là, en faisant ça, ça donne accès à tout le reste. Mhm. Mais normalement, lui, tout ce qu'il devrait connaître, c'est nos entités et nos abstractions.
la logique d'affaires de comment ça se passe dans le domaine, puis tout ce qui est en arrière, le serveur, il n'a pas à connaître ça. Puis là, ben, évidemment, moi, j'ai parti mon exemple avec Blazor, mais donc, notre client ici, ben, il ne devrait pas plus connaître les choses du domaine ni du data. Chose qui serait, dans le contexte de Blazor, possible. Je pourrais aller ajouter une référence directement à mon projet data, c'est des assemblies, ça fonctionne. Ouais. Mais on ne veut pas faire ça. Donc, si je reviens là-dessus, on va commencer par aller voir au niveau de comment on définit notre architecture. Moi, je l'ai mis dans une fixture. La raison est bien simple, c'est que on a besoin, avec la classe ArtLoader, pour préparer notre setup pour nos tests, de charger toutes nos assemblies du projet. Ça ne me tente pas de faire ça à chaque test, parce que c'est lourd. Donc, moi, je l'ai mis dans une fixture que j'ai même annoté avec une collection fixture pour être sûr que c'est fait une fois au début de ma suite de tests. C'est fermé uniquement à la fin. Donc, un petit peu d'optimisation là-dessus. Comment que ça fonctionne? Ben, c'est ça. Première étape, c'est d'avoir notre architecture qui va aller chercher toutes les assemblies de notre projet. Donc, là, moi ici, j'ai pris une classe de chacun des projets pour aller chercher son assembly. Je les ai chargés. Ensuite, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai exposé les différents layers de l'application. Donc, ça encore là, c'est des types qui sont propres à la librairie, mais ça retourne tous les types qui sont dans l'assembly. Là, je donne le nom. Et je les expose avec un libellé juste pour que ce soit plus facile pour les références après. On pourrait Donc là, on aussi voit. probablement utiliser le assembly name pour aller chercher le nom de l'assembly au lieu que ce soit une string directement. Là. Oui, oui, on pourrait, effectivement. Parce que là, moi j'ai utilisé ces méthodes-là, mais par exemple, si on regarde dans le date, on voit qu'on a plusieurs options. Mhm. Je vais être très honnête, je n'ai pas tout expérimenté, mais on peut vraiment aller chercher énormément de choses avec ça. On pourrait aller chercher tous les types qui sont pas dans un assembly, Pas, qui sont ouais. pas dans un namespace, qui ont un Ok. field. On peut vraiment aller dans le très granulaire, comme on peut aller dans le très large. Hmm. Moi, ici, je suis allé avec vue d'ensemble de chaque layer de l'application. Ouais. Une fois qu'on a ça, là, on va aller ici au niveau d'une première classe de test que j'ai fait. Donc, là, je suis dans le contexte de la librairie client, qui est vraiment le côté client de l'application Blazor. Elle, normalement, tout ce qu'elle connaît, c'est le projet shared qui est partagé entre le client et le serveur. Au-delà de ça, aucune connaissance d'aucun autre projet dans l'application. Donc, pour écrire nos tests, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée des iArcRule. Mhm. Là, par la suite, on vient spécifier qu'est-ce qu'on veut vérifier, justement. Donc, moi, ici, je dis les types qui sont dans Client Layer ne devraient pas dépendre sur Server Layer. On peut Ça, là, rajouter une raison. ouais. Ça, là, c'est l'erreur qui va apparaître si jamais on brise cette règle-là. Si J'aime ça jamais parce on que brisait c'est la des référence. règles très fluentes. Là, ça s'écrit, ça se Oui. lit comme ça se prononce quasiment. Là. Oui, puis une chose que je trouve intéressante, justement, le fait de pouvoir rajouter un because, si on pense par rapport à notre diagramme d'architecture avec VS Enterprise, le diagramme, il est beau, toutes les flèches sont connectées, mais si on pense à quelqu'un qui a moins d'expérience, qui est pas encore au niveau qu'on voudrait côté architecture, il va juste voir que la flèche, elle passe pas là. Ça ne Mais dit sans pas raison. pourquoi. Ouais. Puis là, ben, tout dépendant quand est-ce que l'architecture a été faite, est-ce qu'un architecte est disponible pour le guider, pour lui donner les raisons, ça se peut qu'il ne comprenne pas. Là, ici, ben, on est capable de dire clairement pourquoi tu ne devrais pas avoir accès à ça. Puis ensuite, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est dire notre rule, on la check par rapport à notre architecture. Aussi simple que ça. Là, évidemment, je peux les passer rapidement, là, mais j'ai fait la même chose pour tous les différents layers de l'application, sauf le layer shared. Ici, j'en ai un plus bas, mais on va y revenir plus tard. Donc ça, c'est un premier exemple de quel genre de test qu'on peut faire vraiment pour limiter quelle couche a accès à quoi. On peut aller un petit peu plus loin. Parce que souvent, on a des conventions qui sont en place ou des choses qui se font de manière naturelle, mais qu'on voudrait être certain que justement, personne ne vienne briser ça. Je suis ici côté serveur.
je me suis rajouté un test pour vérifier que tous mes contrôleurs devraient avoir l'attribut API Controller. Parce que c'est facile, si on pense par exemple à quand on est en mode TDD, on va commencer à écrire notre test. Là, on va créer la classe. Après ça, on va rajouter la méthode. Donc, on va tout bâtir d'un point de vue fonctionnalité au niveau de la méthode. Mais ça se peut qu'on oublie de mettre notre attribut au-dessus de la classe. Puis là, ben, on arrive pour exécuter notre application, puis notre contrôleur API ne marche pas. Là, on cherche pourquoi, jusqu'à temps qu'on se rende compte que, ah ben oui, j'ai oublié mon attribut. Là, on s'en rend compte une fois, deux fois, c'est bon, on a compris. Après ça, on se dit, ben, je vais écrire des tests unitaires dans chacun de mes contrôleurs pour vérifier que j'ai bel et bien l'attribut. Mais là, on se ramasse à répéter ce test-là, copy-paste d'un contrôleur à l'autre à chaque fois parce qu'on va être sûr de ne pas l'oublier. À la place, on peut faire un test d'architecture. Donc là, on voit ici que je dis les classes qui sont dans le namespace controllers et que le nom se termine avec contrôleur devraient avoir l'attribut API controller. Et là, j'ai mal nommé ma méthode de test ici, mais devrait aussi avoir l'attribut route parce qu'il y a une route de définie sur le contrôleur. Puis ça, l'avantage de ça, c'est que si on ajoute des classes dans cette assembly-là, dans ce namespace-là particulièrement, ben, ils vont toujours respecter la règle, dans le fond. S'ils finissent par... Tu sais, là, moi, j'ai mis qu'il faut que le nom termine par contrôleur. Donc, dans ce contexte-là, oui. Si on voulait que toutes les classes dans le namespace, ben là, on enlèverait cette règle-là. La raison étant, dans mon cas, c'est que j'avais mis ici... J'avais mis un mapper qui convertissait mon entité en objet shared à même le folder. Évidemment, si je le déplace... Si on crée une nouvelle classe qui finit par contrôleur, elle va être automatiquement testée par le test d'architecture. C'est ça. On n'a pas besoin de penser à aller l'ajouter, le test, dans notre classe. Il va être déjà là. En même temps, un bienfait de ça, ben, c'est que ça vient aussi réduire le nombre de tests dans la classe, dans les tests de ce contrôleur-là. Oui. Puis même aussi, ce qu'on pourrait faire, en fait, parce que c'est une bonne pratique que tous les API controllers finissent par contrôleur, on pourrait avoir le test inverse aussi. Toutes les classes qui ont l'attribut API controller devraient finir par contrôleur. Fait que là, tu aurais la réciprocité de ton test. Là. Effectivement, on pourrait faire ça. Donc, c'est ça, tu vois, juste en parlant, on voit qu'il y a moyen de rajouter des petites couches qui rendent notre architecture, parce qu'encore là, on parle toujours d'architecture, on la rend plus solide. Ça vient pas, c'est pas quelque chose que notre diagramme d'architecture aura attrapé. Lui, peu importe comment on aurait appelé la classe, peu importe ce qu'on aurait mis comme attribut ou pas, il l'aurait pas vu. Donc, on a ce petit avantage-là. Ce que je vois de ça qui c'est intéressant aussi, c'est que ça peut facilement réduire la longueur des code reviews. Tu sais, dans le fond, si on est capable d'introduire des règles là-dedans qui sont des règles de code review, ben automatiquement, ça, on sait que si le test passe, ben on n'a pas besoin de s'en soucier quand on fait le review, c'est déjà testé. Là. Oui. Ben, c'est justement un point que je l'ai mentionné peut-être plus en conclusion, mais on peut en parler tout de suite. Une chose qui est intéressante de ça, c'est que là, ça va passer au niveau de notre pipeline dans le build. Ça va rouler les tests, puis on va le savoir directement à ce niveau-là si on a brisé quelque chose. Donc, si on fait des builds sur les pull requests, automatiquement, les pull requests vont être refusés si les tests passent pas. Là. C'est ça. Fait qu'il y a quand même un gros gain à ça. Ouais. On peut aller voir ensuite, ici, j'avais fait encore là un autre test pour dire que mes classes dans mon domaine devraient uniquement implémenter des interfaces provenant de mon layer d'abstraction. Donc là, je suis allé chercher toutes les classes dans le domaine layer qui sont internal parce que dans mon contexte, je les ai mis internal puis je ne voulais pas les exposer publiquement et qui devraient être assignables à des interfaces qui sont dans mon domaine abstractions layer. Donc, tu vois encore là... J'aime vraiment la syntaxe de phrasage que ça donne. Ça fait vraiment des... En fait, c'est peut-être un peu au début compliqué à arriver à définir ce phrasage-là, mais une fois que le test est écrit, ça dit exactement ce que ça doit dire. N'importe qui lit ce test-là, il va comprendre qu'est-ce qui s'en est. C'est ça. C'est quand même très lisible. Puis, comme je te dis, des méthodes, des choix de choses qu'on peut ajouter là-dedans. Là, je les passe rapidement, mais comme je te dis, je ne les ai pas toutes explorées. Je pense que ça va venir au fur et à mesure que des besoins vont se faire ressentir, mais on a vraiment une tonne de possibilités sur comment on peut construire.
là, évidemment, ici, j'ai utilisé classes pour aller chercher toutes les classes, mais on a les interfaces, on a les types pour vraiment englober tout ce qui est classe, interface. Donc, on a vraiment beaucoup de latitude sur ce qu'on peut paramétrer au niveau de ces tests-là. Hmm. Puis là, je vais revenir avec un dernier que j'avais fait exprès de skipper. En fait, je n'avais pas roulé les tests, mais évidemment, ils passent tous, sauf celui-ci. On peut aussi, au même principe que ce qu'on avait pour le contrôleur tantôt, on peut aller chercher, je vais juste descendre ça ici pour mieux lire. Par exemple, je voudrais que dans ma librairie client, toutes mes pages finissent par le mot page. Parce que par Ça- convention, on pourrait se dire, ben, je veux que toutes mes pages y aient ça pour que ça soit clair que c'est une page versus un component qu'on utilise à l'intérieur des pages. hmm. Donc, je m'en vais chercher toutes les classes qui ont l'attribut root, avec Blazor, évidemment, pour ça. Il devrait avoir un nom qui se termine en page. Puis là, ben, on peut même, ici, justement, là, l'exemple, je l'ai dit avec notre Hmm. convention, c'est de nommer les pages avec ça. Donc là, même quelqu'un qui vient d'embarquer dans le projet, qui ne le savait pas, parce qu'il est nouveau dans l'entreprise, parce qu'il est nouveau sur le projet, peu importe les raisons, voilà, c'est clair, il n'y a pas besoin de poser des questions pour savoir comment ça fait ça. Il y a la documentation via le test. Ça renforce le point qu'on dit, quand on arrive dans une application où il y a des tests, la première chose à faire, c'est de lire les tests pour comprendre l'application. Donc là, ça renforce encore ce point-là en nous donnant plus d'informations encore, pas juste sur les fonctionnalités de l'application, mais aussi sur la structure ou l'architecture de l'application elle-même. Exactement. Euh, donc là, tu vois, le test, je l'ai roulé. Puis ce qui est bien, c'est qu'il nous dit littéralement toutes les pages qui n'ont pas le Oh, OK. suffixe. Donc, il vient même nous lister. Là, c'est les 3 pages. Si on s'en va voir dans la librairie client, ici, les pages, c'est Counter, Fetch Data, Index. Les 3 sont là, puis il me dit c'est lesquels. Donc, je peux facilement Hmm. aller m'y référer. Euh, donc ben, c'est pas mal ça, en gros, le topo que je voulais faire là-dessus. Évidemment, je pense que j'inviterais les gens à l'essayer puis à voir les différents cas d'utilisation qu'eux peuvent voir. Peut-être même nous remonter des cas qu'ils trouveraient intéressants dans les commentaires du vidéo. Parce Oui. que je pense que ça peut aider les gens de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme test avec ça. Euh, Je Évidemment, pense je que pense pas. Ouais, non, vas-y. ouais. Je pense que c'est une librairie qui a beaucoup de potentiel, effectivement, comme tu dis. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'exploration, ça a l'air à faire énormément de choses. Je pense que le piège à ne pas tomber, c'est pour faire des choses trop compliquées pour commencer là-dedans. Peut-être Mhm. lancez-vous juste avec des tests un peu plus simples, puis parce que si vous êtes trop contraignant à un moment donné, ça peut rendre compliqué de faire quelque chose dans l'application, parce que même probablement qu'il y a moyen de faire des tests quasiment contradictoires là-dedans, genre un test qui fail pour une raison, si tu corriges la raison, tu fais là un autre test, parce que si t'as Ouais. pas bien dessiné tes règles, ça se peut que ça arrive, là, fait qu'il faut faire attention pour pas s'en mêler dans les règles non plus, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, dès qu'on arrive à un moment où on commence à répéter un test qu'on va copier-coller d'un type de classe à un autre machinalement parce qu'on sait qu'il faut toujours tester ça, c'est peut-être le genre de choses qu'on peut se dire, ben, ça devrait peut-être aller dans mes tests d'architecture. En même temps, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège d'être trop exhaustif non plus. Euh, Ouais. Notre architecture de haut niveau, oui, on peut avoir des tests qui vérifient sa structure, mais après ça, il ne faut pas commencer à vérifier le comportement des classes puis de l'application à travers ces tests-là. Donc, c'est peut-être le piège à éviter. Il faut garder ça au niveau de l'architecture puis des conventions comme ça, mais il ne faut pas aller plus loin que ça, à mon avis. Ouais, ben j'aime la nomenclature, comment c'est fait aussi, parce que ça permet de ratisser large. Puis c'est Mhm. l'avantage que je vois à ça, c'est vraiment, tu écris tes tests, même si l'application n'est pas complétée, tu n'es pas obligé de rajouter des tests quand tu rajoutes des fonctionnalités dans l'application. Il va la détecter parce que si tu dis telle classe qui est dans tel namespace doit respecter telle règle, ben automatiquement tu en rajoutes une nouvelle. Si tu n'as pas pensé à respecter les règles, l'architecture va t'attraper, puis elle va dire ah, t'as oublié de mettre l'attribut, t'as oublié de finir par contrôleur, peu importe la règle, mais il va t'attraper, puis il va tout de suite te dire qu'est-ce que tu aurais dû faire pour corriger le problème. Ouais, en plein ça. C'est vraiment bien fait. Ben merci, Donc, c'était super ça intéressant. conclut.
Oui, ben en tout cas, on va mettre en lien des commentaires dans la vidéo, des liens vers cette, La librairie, ouais. cette librairie-là, puis tout ça. Donc, on vous invite à naturellement vous abonner à notre chaîne, puis cliquer la cloche pour être notifié sur les prochains épisodes. Oui, merci. Bonne journée.